Bonjour et bienvenue à Chronoscaphe, l'émission qui fait voyager la bande dessinée dans le temps. Nous voici en 1988. Que s'est-il passé dans le monde ? Le 4 avril est inaugurée la pyramide du Louvre. Le 8 mai, François Mitterrand est réélu président de la République. Le 20 août, l'Irak et l'Iran signent un cessez-le-feu mettant fin à un conflit qui aura duré 8 ans. Le 1er octobre, Mikhail Gorbatchev est élu président de l'URSS. Et du côté de la bande dessinée, que s'est-il passé ? Voici une sélection de quelques pépites parues cette année-là. Commençons par une série de science-fiction qui m'a profondément marqué. Cette série, c'est La Guerre éternelle, scénarisée par Joe Haldeman et dessinée par Marvano. Le premier tome s'intitule Soldat Mandela. L'histoire débute au début du XXIe siècle, sur Charon, le satellite de Pluton. C'est là-bas que s'entraînent des militaires. Ces soldats d'élite se préparent au combat contre des extraterrestres appelés les Taurans. Quelques années plus tôt, les Terriens ont appris avec stupéfaction qu'ils n'étaient pas seuls dans l'univers. Un vaisseau d'exploration a été détruit par un ennemi inconnu. Pour les dirigeants de la planète bleue, il est impératif de venger ça et de protéger l'espèce humaine. Bien vite, l'armée d'exploration des Nations Unies fut créée. C'est dans cette armée qu'on retrouve William Mandela, personnage principal de la série La Guerre éternelle. Éternel, car ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce conflit, paradoxe temporel oblige, va durer plus de 1000 ans. Joe Haldeman, le scénariste, a en fait adapté pour le 9e art son propre roman éponyme de Forever War, roman qui évoque sa propre expérience de la guerre du Vietnam où il a passé une année. Que ce soit un conflit bien réel qui a marqué les Américains ou, présentement, un conflit imaginaire, l'auteur dénonce avant tout l'absurdité de la guerre. Et tout y passe. Des entraînements intensifs et éprouvants, des voyages spatiaux interminables, des officiers obtus, la mise en condition des soldats et enfin des combats particulièrement sanglants. Des combats qui laissent des traces physiques et psychologiques. Mais avant ces combats, l'un des points forts de ce premier tome est la tension qui, au fil des pages, va crescendo. Le Tauran, cet ennemi que personne n'a jamais vu, n'apparaît qu'à la 35e planche. L'hémoglobine extraterrestre coule peu de pages après, et comme dans toute guerre, celle des humains aussi. Marvano, de son vrai nom Mark Van Open, illustre avec talent cette guerre éternelle. Son trait est classique mais colle bien au récit. L'immensité de l'espace lors des voyages est très bien rendue, et la férocité des combats, engendrée par la haine inculquée aux soldats, est glaçante. Ce premier tome est donc une réussite totale et incite à lire la suite. Allez, on va chambrer complètement de style. Après tant de violence et de larmes, ça vous dirait de continuer de pleurer, mais cette fois de rire ? Alors si c'est oui, je vous invite à ouvrir le premier tome de l'intégrale d'une série invraisemblable, Le génie des alpages du regretté Fmur. Ce premier tome regroupe les titres Le génie des alpages, Comme des bêtes et Bartoine mon herbe. Tout là-haut, juste en dessous des nuages, vit un troupeau de brebis gardé par Athanase Percevalve, un berger rêveur, un chien de troupeau, et Romuald, l'unique bélier de ce cheptel assez particulier. Car oui, ce troupeau est vraiment particulier. Les brebis, répondant au nom d'anisette, clopinette ou blériotte, possèdent chacune des caractères bien trempés, faisant continuellement tourner en bourrique tout leur entourage. Les revendications de toutes sortes, les débats philosophiques, les pugilats ou encore la pratique du deltaplane sont monnaie courante pour ces ovinés farfelus, au quotient intellectuel développé donnant des scènes sans queue ni tête. Apparu pour la première fois dans le journal pilote, Le génie des alpages est une série à part. Le non-sens y est de mise, et c'est le point fort de la série. Car, au-delà des situations abracadabrantes, il y a aussi le dessin qui est en tout point remarquable. À chaque planche, Fmur réinvente la structure même de la bande dessinée. Le placement des cases, l'utilisation de la couleur, l'enchaînement des différents plans habituellement utilisés dans la BD apporte un relief incroyable, presque déroutant. Chaque case apporte son lot d'inventivité, dans le regard d'une brebis, un détail dans les paysages ou une butte venue d'ailleurs. Malgré tout, ce maelstrom graphique et narratif atteint avec bonheur son but, celui de faire rire aux éclats le lecteur. Fmur nous a malheureusement quittés en 2018. Son œuvre atypique a profondément marqué le 9e art. Si vous vous rendez à Chancella, dans les Hautes-Alpes, vous pourrez parcourir un sentier inauguré cet été et qui rend hommage à la série alpestre et son auteur. Et si on se faisait une petite pause musicale, on écoute Tracy Chapman avec Talking About a Revolution.
Don't you know, they're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Don't you know, they're talking about a revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. It sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. 'Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no. Nous sommes toujours à explorer les titres de bande dessinée qui ont marqué l'année 1988. Je vais vous présenter maintenant le premier tome de la série SOS Bonheur. Elle est signée Jean Van Damme au scénario et Griffo au dessin. SOS Bonheur est une dystopie pure et dure. Ce premier tome est composé de 3 histoires différentes. La première, intitulée Plan de carrière, met en scène François Mortier, qui vient de retrouver du travail après de longs mois de chômage. C'est une chance incroyable pour lui d'intégrer la compagnie d'analyse générale, alors qu'il y a tant de chômeurs. Mais très vite, Mortier va vite désenchanter après s'être montré trop curieux sur l'activité de cette compagnie. Dans la deuxième histoire, À votre santé, la population est soumise à des lois arbitraires contraignant les citoyens à suivre des protocoles visant à les protéger de toutes sortes de maladies. Michel Buchan, mère d'une petite Émilie, quitte ce système, bien que sachant qu'elle n'aura plus accès aux soins, jusqu'à ce que sa fille tombe gravement malade. Enfin, dans la troisième histoire, Vive les vacances, l'État organise de lui-même les vacances pour tous ses citoyens, avec pour consigne pour les vacanciers de s'amuser des activités proposées. Si le lambda n'y met pas du sien, ses prochaines vacances estivales auront lieu au mois de mars. Pourtant, 2 jeunes amoureux sont prêts à tout pour rester ensemble, contre tous et même contre l'État. Voici 3 récits assez singuliers, mais qui ont pour point commun l'omniprésence de l'État, l'encadrement du quotidien des citoyens, qui a finalement pour but d'empêcher toute forme d'initiative personnelle. Jean Van Damme signe un scénario glaçant, digne des romans de George Orwell 1984 ou Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ces histoires sont tellement plausibles qu'elles ajoutent un peu plus de noirceur à la bande dessinée. Comme souvent dans les dystopies, elles n'offrent aucune perspective d'un final réjouissant. Le dessin de Griffo accompagne parfaitement le tout, notamment grâce à l'attitude des différents protagonistes de ces 3 histoires. De l'austérité des patrons de la compagnie du travail Mortier au sourire figé des animateurs des vacances, tous les acteurs comptent parfaitement leur rôle. Les couleurs sombres utilisées donnent une atmosphère particulière en parfaite osmose avec la teneur du récit. SOS Bonheur, le titre lui-même est une sacrée trouvaille. Voilà donc une série que je vous conseille vivement. Après la science-fiction, l'humour et la dystopie, que diriez-vous d'une série historique ?
Celle que je vais vous présenter maintenant est l'une des plus abouties qui soit. Cette série, c'est Les 7 vies de l'épervier, scénarisée par Patrick Cotias et dessinée par André Juillard. En 1988, c'est le 4e tome de la série qui paraît. Il est intitulé Hieronymus. Les 7 vies de l'épervier, c'est le destin croisé de 2 familles, celle d'Ariane de Troyes, de la petite noblesse auvergnate, et celle de la famille royale au début du XVIIe siècle, à la fin du règne d'Henri IV. Cette série est un préquel à la fameuse série de KPDP Masque Rouge, dont elle reprend le personnage du vengeur masqué. Si la série Masque Rouge est une série d'aventures héroïques, les 7 vies de l'épervier se distinguent par un ton nettement plus tragique, s'appuyant notamment sur le contexte historique du règne du roi Henri IV. Ce 4e tome débute en Auvergne en mai 1610. Thibaut de Buffon-Fou n'a pas réussi à capturer Masque Rouge, aussi surnommé l'épervier, et a perdu un œil dans la bataille. Il tente d'utiliser Ariane pour atteindre son ennemi juré et fait appel à un juge de l'acquisition, Hieronymus, ce dernier ayant appris au Japon à se battre comme un samouraï. À Paris, le roi Henri IV croit de plus en plus à la prophétie qui a annoncé sa mort dans un intendant et cherche à renforcer sa sécurité. Le scénario de Patrick Cotias est vraiment bien ficelé. Quelle grande idée d'avoir imaginé le destin de 2 personnages, un fictif et un bien réel, Ariane et le dauphin Louis XIII, nés le même jour, et les faire grandir au fil des tomes. L'intensité est dramatique et puissante, particulièrement dans ce tome avec l'apparition de cet énigmatique Hieronymus. Mais cette série doit beaucoup à son dessinateur André Juillard. Quelle classe dans ce dessin! Il y a d'abord cette France du XVIIe si bien reconstituée, que ce soit l'Auvergne ou Paris. Chaque case met le lecteur en immersion avec cette époque. Les personnages sont tout aussi soignés. Le roi Henri IV est plus vrai que nature. L'épervier ténébreux et Ariane, l'héroïne, attachante par son côté naturel et éprise du justicier masqué. Et puis il y a aussi certaines cases où les jeux de lumière accentuent de manière magistrale l'aspect dramatique de certaines scènes. André Juillard était un virtuose. Car malheureusement cet immense artiste nous a quittés le 31 juillet dernier. Merci messieurs d'avoir enchanté mes pupilles avec autant de talent. Allez, on se fait une petite pause musicale et on écoute John Bon Jovi avec Bad Medicine. Just like bad medicine, there ain't no doubt.
Nous sommes toujours à explorer les titres de bande dessinée qui ont marqué l'année 1988. Et que diriez-vous maintenant d'un bon western ? Une raison pour mourir est le 8e tome des aventures de Durango. On doit cette série à Yves Wolf. Durango est engagé par M. Stilwell afin de le protéger ainsi que sa femme lors d'une partie de chasse. Cependant, Lucy Stilwell a d'autres projets. Elle souhaite assassiner son mari avec la complicité d'une bande de desperados dont elle connaît bien le chef. Durango, séduit par Lucy, est assommé et Stilwell est tué, tout comme ses employés. Un vieux cow-boy, Duncan, aide alors Durango à retrouver la bande à Lucy, qui commet de nombreux meurtres, au désespoir de cette dernière. Voilà une bande dessinée au sérieux bien écrit, riche en rebondissements. Yves Wolf est un grand amateur de western spaghetti, comme savait si bien les réaliser Sergio Leone. Dans Une raison pour mourir, on y retrouve tous les ingrédients qui ont fait la renommée de ce genre de western. Un héros solitaire et ténébreux, d'immondes crapules et une femme à la beauté envoûtante. On n'oubliera pas non plus les innombrables fusillades, le sang et les larmes. Et en plus de maîtriser le scénario, l'auteur le magnifie avec son coup de crayon. Il y a d'abord Durango, surnommé le pacificateur, au regard si prenant, ses bandits aux sales gueules et Lucy Stilwell aussi joli minois. Tous ces personnages se croisent dans des paysages magnifiquement rendus. Ils souhaitent alterner plans avec une grande adresse, rendant l'histoire passionnante. Les scènes de fusillade, elles sont tout aussi réalistes. Les amateurs du genre y trouveront leur compte, sans coup fait rire. D'autant que l'auteur rend hommage dans certains tomes de la série à des légendes du western du 7e et 9e art, comme Clint Eastwood ou Lucky Luke. La série Durango est composée de 19 tomes. Si Yves Wolf signe tous les scénarios, il a laissé les pinceaux à 2 dessinateurs de grand talent, Thierry Géraud et Ico. Terminons notre voyage en cette année, 1988, et restons aux États-Unis, mais à notre époque. C'est là où vit le chat le plus paresseux de la bande dessinée, Garfield, de l'américain Jim Davis. Killer Dean est le 8e tome de la série, tout un programme, mais que ce titre colle bien au personnage. Manger est l'une des principales occupations du matou. Parmi les nombreuses tripes évoquant sa gourmandise, on peut le voir courir après un camion en forme de hot dog, puis un autre après en forme de cornet de glace. Garfield qui court, c'est plutôt rare et drôle. Garfield prend aussi un malin plaisir à tyranniser John Arbuckle, son maître, ainsi qu'Odie, l'autre animal de compagnie du foyer, chien de son état. Garfield est un gros chat orange au sale caractère. Outre sa gourmandise et sa paresse, le greffier possède un ego surdimensionné. Il s'estime volontiers le centre du monde, ce qui le rend quelque peu horripilant. Malgré tout, c'est ce caractère bien affirmé qui est la base même de l'humour de cette série. Apparue dans la presse américaine en 1978, la série de Jim Davis n'a cessé de gagner en popularité, à tel point qu'au début du XXIe siècle, a été la bande dessinée la plus diffusée au monde, Garfield apparaissant dans plus de 2500 journaux. Ce succès n'a pas échappé au cinéma puisque les facéties du félin ont été adoptées à plusieurs reprises. La dernière en date, Garfield, héros malgré lui, est sortie le 31 juillet de cette année. Chris Pratt prêtant sa voix au matou. Quelques auteurs de bande dessinée sont nés cette année-là. Citons Timothée Le Boucher, Anne Montel ou encore Labbé. Voilà, notre voyage en cette année 1988 s'achève. Chronoscaphe, c'est 2 samedis par mois à 10h sur Jade FM. À bientôt. Go loin.